Bon, j'avais prévu un tout petit préliminaire quand même pour remercier d'abord d'avoir été invitée, pour me battre publiquement d'avoir accepté. Parce que je crois que c'est vrai que l'idée de venir parler après Marine, dont j'avais accompagné la fin, c'est-à-dire juste le jour de la soutenance, mais enfin la fin du travail de recherche et ça m'avait beaucoup intéressée et je trouvais que il y avait quelque chose de sympathique et puis je trouvais que c'était bien dans l'esprit de ce séminaire qui essaye vraiment d'articuler recherche et terrain. Et ça, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Mais c'est aussi pour ça que j'étais embêtée de venir, pour être très 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 sincère, parce que je n'ai pas travaillé sur le terrain de l'accueil des enfants migrants spécifiquement depuis plus de 3 ans, au moins. Alors, disons, et j'ai même quitté les classes complètement depuis plus de 2 ans, c'est-à-dire j'ai pas remis les pieds dans les classes. Alors je continue à dialoguer avec des enseignants, je vais faire de temps en temps une formation s'il y a une école qui m'appelle, quand une équipe REP à côté de chez moi se réunit, me dit, bon, est-ce que tu peux venir, on voudrait discuter de ça ou ça. Mais donc j'aime pas ça parce qu'en fait au bout d'un moment ça stérilise un peu notre réflexion quand on quitte les classes, mais j'essaye de rester quand même. D'abord, je suis toujours au contact de mes données parce que j'ai des tonnes d'enregistrements, donc je me replonge dedans avec des nouvelles questions. Et, mais c'est vrai on a vite tendance à perdre de vue les questions qui tiennent vraiment à cœur aux enseignants quand on n'est pas dans la classe. Et bon, alors, donc c'est vrai que bon, quand je vois le nombre d'enseignants qu'il y a là, je regrette un peu ce que j'ai choisi de présenter. Mais bon, tant pis, vous m'interromprez et vous me direz pourquoi. Je vais vous dire parce que Nathalie m'avait dit viens, présente des choses que tu as déjà faites, c'est pas grave, parce que c'est des gens qui t'ont jamais entendu, tu peux présenter des recherches déjà. Bon. Donc j'aurais pu vous venir parler soit de recherches de type ethnographique, c'est-à-dire vraiment d'observation sur la longue durée que j'ai faite, notamment une en CP où j'ai suivi pendant un an, donc dans un CP ordinaire, mais en REP+, enfin elle était rare à ce moment-là, elle commençait à être rare. C'était un élève nouvellement arrivé, qui venait d'arriver en septembre, et donc qui a fait sa scolarisation en CP avec les autres enfants, puisque c'était dans le cadre des dispositifs de scolarisation des enfants en classe ordinaire. Et ça m'a intéressé pendant un an de venir à peu près une fois par semaine dans cette classe, pour voir comment se faisait à la fois sa socialisation scolaire et sa socialisation langagière, et comment il y avait concurrence et complémentarité entre les deux, entre le fait de pouvoir devenir un élève à part entière, membre du groupe classe, membre avec une classe avec une belle dynamique initiée par l'enseignante, qui n'était pas du tout spécialisée sur l'accueil des enfants migrants, et puis eh ben, le fait de devoir aussi s'assumer en tant qu'élève apprenant de langue, et donc pas tout à fait légitime dans le groupe classe de ce point de vue-là. Donc ça a été une recherche dont finalement j'aurais pu choisir de vous parler, donc ça veut dire qu'on pourra aussi dialoguer là-dessus, c'est ça aussi que ça veut dire. Et puis, alors une autre il y aura des échos à la fin, parce que c'est les extraits que j'ai choisi de vous montrer, parce que ça correspondait mieux à la problématique que je vais traiter. Mieux, non, je sais pas. Pourquoi j'ai choisi ça? Non, c'est pas, ça correspondait pas mieux. C'est une autre recherche que j'ai faite dans une classe de quatrième, donc aussi dans un collège ZEP. Et c'était une classe qui m'intéressait. J'ai suivi les cours de français, puis je suis allée un petit peu dans des cours d'anglais, mais peu finalement. C'était une classe qui accueillait à la fois deux élèves accueillis parallèlement dans la CLA, puisqu'ils étaient vraiment nouvellement arrivés, des élèves qui étaient arrivés dans l'année, des anciens élèves de la CLA. C'est comme c'est souvent le cas dans les collèges où il y a beaucoup de population, dans les quartiers où il y a beaucoup de population migrantes, on a tout ça qui se mélange dans une classe. Donc des anciens élèves de la CLA qui étaient là, donc celui qu'on regardera tout à l'heure, il était là, c'était sa 3e année en France. Et puis des élèves lambda, alors soit avec des répertoires plurilingues, soit pas avec des répertoires plurilingues, certains issus de familles immigrantes, d'autres non. Et l'enseignante de français était aussi l'enseignante de la CLA. Donc elle avait un mi-temps CLA et un mi-temps dans la classe de français. Et je l'ai suivie à la fois en CLA et dans la classe de français. C'est surtout la classe de français qui m'a intéressée. Et donc voilà, ça c'est pour. Et puis j'ai fait sinon pas mal de recherches. Ça c'est pour me dédouaner parce que j'ai l'impression que j'ai peur d'être trop théorique. Enfin théorique, je sais pas, trop abstraite. Vous me poserez toutes les questions que vous voudrez pour voir que ce soit plus concret. Euh, j'ai fait aussi pas mal de recherches-actions avec des enseignants dans le cadre d'un projet qu'on a eu dans les Pays de la Loire, où on a travaillé avec les enseignants et à partir de leurs questions et de leurs projets pour l'accompagnement pour la valorisation des répertoires plurilingues de leurs élèves, donc à la fois en maternelle
et en élémentaire. Donc ça, c'est des projets dont on a laissé des traces sur le site de notre projet, le projet pluriel, parce qu'on s'est dit que c'était intéressant de témoigner aux enseignants d'expérimentations qui avaient été faites, qui sont des expérimentations modestes, mais qui nous ont fait quand même cogiter. Voilà. Et donc là, aujourd'hui, j'ai choisi de venir, en fait, au lieu de venir tranquillement vous parler de choses déjà complètement bouclées, d'une question qui a émergé, alors, notamment à l'occasion d'un article que je viens de terminer avec ma collègue Nadia Maillard, un article qui porte sur le français langue de scolarisation. Je ne m'étais pas amusée encore à bricoler là-dessus, mais ça m'est venu au moment où on écrivait cet article, mais je me suis dit non, tu ne vas pas coller ça dans un article, c'est complètement tordu. Mais là, je me suis dit, pour elle, c'est pas trop tordu. C'est à l'oral, c'est entre nous, je vais tenter le truc. Donc l'idée de ce mot valise, dont je vais essayer de vous montrer pourquoi je trouve qu'il intéresse, enfin, en quoi il fait cogiter. Pas du tout que je lui souhaite un avenir radieux au niveau institutionnel, non, mais je pense qu'il peut aider à cogiter. Alors, je vais laisser ces pages-là qui ne sont pas du tout utiles et je vais prendre le PowerPoint. Alors, j'ai choisi finalement de commencer par un extrait du rapport que certains d'entre vous connaissent peut-être, un rapport sur la scolarisation des enfants migrants en France d'une inspectrice, Madame Klein et Monsieur Salé, qui a un rapport plein de choses intéressantes, mais où il y a des choses qui sont... Alors je pense que c'est un rapport à plusieurs voix, ça se sent suivant les passages dans lesquels on est, il fait près de 200 pages, voilà. Donc je pense qu'il y a des choses qui sont écrites par différentes personnes et donc parfois des propos qui sont à la limite de la contradiction suivant les moments du rapport où on est. Là, ce qui m'intéresse, c'est les représentations que ça nous révèle. Bon. Et puis parce que ça tombe pile dans notre problématique, je passe le titre pour le moment de la diapo, mais cette dichotomie entre le FLE, le FLES, le FLM, quand on ne parle pas de FLES, ce qui est le cas du département où je travaille, hein, c'est un département de FLES, est pernicieuse dans la mesure où elle conduit à se méprendre sur les modalités d'apprentissage de la langue française, qui ne peut être qu'une et une seule. Nous proposons que l'école renonce aux divers sigles FLE, FLES, FLSCO, générateurs de trop de dérives didactiques et pédagogiques, pour parler seulement et simplement, quand on est dans la simplicité c'est toujours mieux, de l'apprentissage du français comme langue seconde. Cela devrait permettre de rappeler en toutes circonstances que dans tous les cas, c'est toujours la langue française et elle seule que l'on apprend ou que l'on enseigne. Et du coup, ça m'a interrogée. Alors, notamment, ce qui m'a interrogée, puisqu'évidemment, moi, j'étais en train de vouloir non seulement continuer à parler de français, langue de scolarisation, mais en plus d'en rajouter un, français, langue de socialisation. Donc, quand j'ai lu ça, je me suis dit, bon, aïe, t'es en train de faire pile le contraire de ce que l'inspectrice te demande de faire. C'est pas grave, c'est pas la mienne, d'inspectrice, mais... Et puis d'un côté, je suis un peu d'accord, parce que cette multiplication, alors je me suis amusée à vous les décliner dans le titre, enfin, et encore, j'ai trouvé qu'on peut en rajouter d'autres, hein, mais français langue étrangère, français langue seconde, français langue maternelle, français sur objectif spécifique, français sur objectif universitaire, français langue professionnelle, français langue de scolarisation, français langue d'intégration, et puis on peut être sûr qu'il y en a d'autres qui apparaîtront, chacun marque son territoire comme il peut. Bon, je suis assez d'accord que ça peut vite être stérile, mais qu'on ait comme argumentation de dire que bon, on se méprend sur les modalités d'apprentissage de la langue française, qui ne peut être qu'une et une seule. Et je vous jure que la parenthèse que j'ai coupée n'éclaire pas vraiment. Hein. Bon, il y a une citation de Jean-Louis Schist qui est intéressante dedans, mais bon, ça éclaire pas Et puis on reviendra dessus. Et puis c'est toujours la langue française et elle seule que l'on apprend ou que l'on enseigne. Ça m'a interrogée et en fait une partie des interrogations qu'on va avoir aujourd'hui c'est là-dessus. Parce que je pense que c'est vraiment discutable. Donc, qu'est-ce qui est discutable? Entre autres, l'idée évidemment d'une langue qui serait une et une seule, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça c'est vraiment une représentation qui est très ancrée et qui est peut-être partagée aussi par une partie d'entre vous. Moi j'ai mis longtemps à déconstruire ça, mais bon, c'est de nouveau cette idée qu'il y aurait une langue avec des limites très claires. On saurait ce qu'est le français et ce que n'est pas le français. Moi, il y a plein de choses dont je ne sais pas si c'est vraiment le français ou pas le français. Je prends toujours le même exemple, mais bon, les chaussures à Bernard, est-ce que c'est le français ou c'est pas le français? Cette langue une et une seule, elle fait quoi de formulations de ce type-là qui sont extrêmement courantes, qui sont même majoritaires, mais qui ne sont pas reconnues par exemple par le français standard? Et puis l'idée que c'est toujours la langue et elle seule que l'on apprend, c'est-à-dire cette idée qu'on pourrait développer les compétences langagières indépendamment des autres compétences, ça interroge aussi. Et puisque je vais vous parler de socialisation langagière, c'est que je ne suis pas vraiment dans cette perspective-là.
Alors, les risques de la démultiplication des appellations, oui. Donc il y a des risques hein, à vouloir absolument... Alors, bon, j'ai commencé par noter que certaines de ces dénominations qui sont clivantes ont quand même permis des avancées dans la réflexion, disons, méthodologique. Alors, pour ceux qui ont touché au FLE, bon, vous avez vu un jour, peut-être dans vos cours, que le FLE, c'est pensée universaliste, on pouvait faire des méthodes pour le monde entier, on produisait dans des petits îlots de Paris des méthodes qui étaient censées pouvoir permettre d'enseigner le français à peu près tous les publics du monde. Et c'est vrai que cette remise en cause a été certainement salutaire. Euh, Ça a permis des spécialisations méthodologiques comme le français sur objectif spécifique, c'est quand on enseigne le français pour un métier particulier par exemple. Alors on va faire le français pour les infirmières. Voilà, toutes les infirmières qui viennent d'Espagne, on va leur concevoir des cours de français spécifiques liés à leur profession. Ou le français sur objectif universitaire, quand on va enseigner le français pour des étudiants qui viennent étudier le français en France. Bon, ça a pu être stimulant, ça a permis des débats, mais il y a des risques. Alors, les risques, générer des clivages non productifs dans les identités professionnelles. L'idée que voilà, vous allez vous spécialiser, vous allez être soit prof de FOS, soit prof de FLS, soit prof de FLM. Alors que quand on y réfléchit bien, on fait tous le même métier, c'est-à-dire qu'on a comme projet d'accompagner le développement des compétences de communication des étudiants, des apprenants. Je veux dire, c'est un point commun qui doit rester quand même central dans la réflexion sur ce qu'est le métier. Sinon, on rentre vite dans quelque chose de très techniciste. Et puis ça crée l'illusion d'une identité des contextes. C'est-à-dire qu'on se dit, ah ben non, le FLE comme ça, universaliste, c'était trop général, ça allait pas, ça nous aidait pas à réfléchir. Alors on va essayer d'identifier différents contextes d'enseignement. Et puis, une fois qu'on a identifié le contexte FOS, ben on a l'impression que du FOS, c'est du FOS. Alors bon, pour le FOS, ça va, il se décline tout de suite. Le FOS pour le médical, le FOS pour la diplomatie, le FOS pour les ingénieurs, bon. Et puis, ben non, si c'est du FLS, c'est du FLS. Et une fois que j'ai dit ça, hop, je vais chercher la bonne méthodologie et je l'applique. Et du coup, ben voilà, il y a des contextes FLS, il y a des contextes FOS, il y a des contextes fous. Et puis, une fois que j'ai bien repéré mon contexte, je peux aller appliquer. Or, c'est jamais ça, enseigner. Donc, il peut y avoir un effet techniciste aussi, là, qui est, à mon avis, pas très profitable à la dynamique du métier et voilà, à ce qu'on peut faire, à la manière dont les gens vont s'investir sur leur métier et s'engager dans véritablement l'exercice d'un métier, c'est-à-dire où vous n'êtes pas en train d'appliquer des recettes, mais où vous fabriquez des solutions pour un contexte précis. Alors, pour certaines de ces appellations, on sait qu'elles sont portées par des mouvements idéologiques, comme pour le FLI, hein, si vous avez entendu un peu tous les débats qu'il y a eu autour de ce français langue d'intégration et tout ce que ça peut signifier de vouloir assigner un public à l'intégration dans la société française, puisque c'est une appellation qui a été proposée pour les publics migrants, notamment de niveau A1, A2. D'autres sont portés par des enjeux économiques très clairs, hein, comme le FOS ou le FOU, c'est-à-dire qu'il y a un marché du FOS, il y a un marché du FOU, c'est des gens qui, en général, s'ils n'ont pas d'argent, sont prêts à investir parce qu'il y a un enjeu pour eux au bout du compte qui est un diplôme, un métier, etc. Donc on comprend pourquoi ça continue à exister. Mais le FLSCO, c'est plus étonnant. Les inspecteurs nous disent de ne pas le faire, ils font un rapport en haut lieu pour dire de ne pas continuer à parler de FLSCO. C'était en 2008, on est en 2015 et on ne peut pas dire que l'appellation FLSCO soit morte. Tu l'as utilisée tout à l'heure. Elle est là, en fait, elle est très présente dans le discours des enseignants. C'est quelque chose qui doit répondre à qui occupe, à mon avis, un vide dans la réflexion du métier. Alors, ah oui, j'ai même prévu de vous les montrer. Donc, deux numéros du français aujourd'hui, si je les sors, voilà, qui marquent un peu cette... il montre et il ne le montre pas. Il le montre et il ne le montre pas, je vais vous dire pourquoi. Le premier, c'était langue maternelle, langue étrangère, qui était paru en 80, j'ai dû mettre la date, 87, c'était sous la direction de Bess et de Las. Et ce qui est intéressant, donc, c'était le début du FLS, en fait, c'est-à-dire du français langue seconde. Le début d'une réflexion où on a commencé à se dire, on s'en sort pas avec cette dichotomie français langue étrangère, français langue maternelle. On s'en sort pas pour plein de raisons. FLE, on en a parlé. FLM, je pense que vous avez tous à un moment rencontré cette problématique-là, mais qu'est-ce que ça veut dire français langue maternelle quand la moitié de vos élèves ont une autre langue qu'ils considèrent comme leur langue maternelle, parmi les différents problèmes que peut poser français langue maternelle. Et ce qui est intéressant, c'est que le titre, c'est langue étrangère, langue maternelle.
Et en fait, il est beaucoup, beaucoup question de français langue seconde. On s'en sort pas avec ça, donc on va proposer français langue seconde. Et puis on a, 25 ans après, le FLM, FLS, FLE, au-delà des catégories. Donc là, on n'a pas le français langue de scolarisation dans le titre, mais il est présent dans les articles. Donc c'est, bon, je sens que c'est un jeu comme ça. Moi, je suppose que dans 20 ans, on en aura un quatrième qui sera, où en étant du FLSCO. C'est pas moi qui le dirigerai. Donc voilà. Alors évidemment, on veut dépasser les catégories, mais en même temps, on en a besoin pour réfléchir. Et en tout cas, ça tient, le FLSCO. On le trouve même sur le site de EduScol. Hein. Il y a des définitions qui sont proposées du FLSCO, donc c'est pas... Alors, le FLS, il est intéressant, comme le FLSCO. Donc quand on dit FLS, c'est qu'en général, on dit français langue seconde. Hein. Il permet d'échapper au piège de l'appellation FLE. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai mis décontextualisation, je vois même plus ce que j'ai voulu dire par là. Oui, d'accord. Le côté décontextualisé du FLE, ce que je disais tout à l'heure, ça doit être ça que j'avais en tête, fort probablement. Et puis une sorte d'assignation à l'étrangeté qui pose problème avec français langue étrangère, c'est-à-dire que vous, si vous dites à un élève que vous lui enseignez le français langue étrangère, comment vous voulez lui permettre qu'il la fasse sienne, cette langue-là? Donc c'est un des problèmes que posait l'appellation français langue étrangère et qui fait que français langue seconde avait été bien reçu et français langue de scolarisation remplit les mêmes services. Hein. Mais le S de seconde a été souvent critiqué, je ne vais pas trop m'étendre parce que c'est des questions qui ont déjà été largement débattues, puis c'est quand même des questions qui sont peut-être un peu institutionnelles, mais il y a un risque, mais ça non, ça c'est pas institutionnel, il y a un vrai risque de hiérarchisation des variétés dans le répertoire, c'est-à-dire que quand vous dites seconde, là aussi d'une certaine manière vous assignez. Si c'est second, c'est que c'est pas premier. Rien n'exclut que, à un moment donné, ou pour certains usages, le français, pour un enfant migrant, devienne une langue qu'il considère comme première. Ça a été montré plein de fois et c'est une expérience que beaucoup de gens ont faite. Ça renvoie un peu à ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais moi parfois je me dis qu'en anglais j'arrive mieux à parler de ça. Si vous avez eu que des amoureux anglais, vous parlerez mieux d'amour en anglais. Donc pour l'amour, l'anglais sera votre langue première. Donc on peut avoir des jeux de re-hiérarchisation des langues et c'est vrai qu'assigner une langue à la position de seconde, c'est gênant. Et puis bon, le S de seconde avait aussi comme problème qu'il s'est mis de plus en plus à être utilisé pour désigner toutes les populations migrantes, c'est-à-dire l'enseignement du français à toutes les populations migrantes. Or, il y a bien une spécificité quand même de l'enseignement du français à des enfants migrants qui sont scolarisés en français. C'est pas du tout la même chose que des cours de français pour adultes migrants qui viennent 2 fois, 3 fois par semaine, en cours du soir, etc. Donc, ça peut expliquer que français langue seconde ne remplit pas tous les besoins que peut remplir français langue de scolarisation. Et puis, évidemment, français langue de scolarisation a comme grand avantage, si les collègues le veulent bien, c'est que ça peut permettre d'entrer en dialogue avec toutes les disciplines, parce que c'est quand même le but quand on a des élèves migrants qu'on scolarise. Le but, c'est d'en faire des élèves pour toutes les disciplines. Et notamment, ça permet de voir un certain nombre de problèmes communs avec le français dit langue maternelle. Parce qu'en fait, la question du français langue de scolarisation, presque toutes les questions qu'on va soulever là maintenant, c'est des questions qui se posent de la même manière pour beaucoup d'élèves qui sont étiquetés comme français langue maternelle, parce qu'ils sont nés en France, éventuellement même parce qu'ils n'ont que le français dans leur répertoire, mais en fait, ils ont dans leur répertoire des variétés du français qui sont tellement éloignées de ce que l'école attend que les problématiques qu'on rencontre avec les enfants migrants ne sont pas forcément si éloignées dès lors. Voilà. Alors, pourquoi maintenant s'amuser à dire qu'on va mettre derrière le SCO, ce qui me fait d'autant plus rire que je viens de la ville d'Angers, le SCO c'est l'équipe de foot qui est passée en première division, s'il vous plaît. Donc, vraiment devoir réfléchir sur le SCO, c'est compliqué pour quelqu'un qui habite Angers, mais voilà. Donc, pourquoi s'amuser à décliner le SCO de scolarisation en SCO de socialisation? Mon but, c'est simplement de pouvoir parler de socialisation scolaire. D'accord ? Et en fait, si on voulait dire français langue de socialisation scolaire, on a quelque chose qui est un peu long. Ou alors il faudrait dire français langue de SOSCO, enfin je sais pas. Alors qu'en m'amusant à faire un mot valise socialisation, ça me permet de garder le même sigle. Voilà mon argument de vente. Hein. Il est faible. Hein. Mais derrière, mon but c'est surtout de réfléchir, de cogiter. Et l'idée, la question, c'est de repenser les enjeux du développement de la compétence langagière en français des enfants, en termes des enfants nouvellement arrivés, hein,
en termes de socialisation langagière et pas seulement d'apprentissage d'une langue. Donc ça, je vais essayer d'expliciter un peu, de le développer. Et puis, je trouve que un autre intérêt que je vais redévelopper aussi, c'est que quand on parle de français, langue de socialisation scolaire, on dit implicitement qu'il y a d'autres socialisations. Donc du coup, on rentre dans une approche de socialisation multiple. Il y a d'autres socialisations, il y a notamment d'autres socialisations langagières, et ça va nous permettre d'arriver à légitimer la notion de répertoire plurilingue. Alors, socialisation, j'ai fait un tout petit arrêt théorique, mais que je ne voudrais pas faire compliqué. Alors, si vous lisez la première citation, comme c'est du Bourdieu, tout de suite, vous avez envie de dormir. Hein. D'ailleurs, je ne le prends même pas dans le texte, je prends des citations de citations, parce que c'est... Mais l'idée, c'est de reprendre là, vraiment de manière schématique, un grand débat qui existe quand on réfléchit à la socialisation, qui est comment on regarde les processus de socialisation et est-ce qu'on considère que les individus, d'une certaine manière, on va dire, sont socialisés et du coup sont déterminés par le groupe social dans lequel ils se sont développés. Et c'est des études qui vont vous faire prendre conscience tout d'un coup que vous allez voir les films en version originale. Vous pensiez que c'était parce que vous étiez un grand amoureux des langues et parce que vous aviez un grand respect de la culture des réalisateurs et que ceci et que cela. Et tout d'un coup, vous allez voir des statistiques et vous allez dire « Ah ben non, c'est tout simplement parce que j'ai le bac, parce que mes parents sont des cadres moyens, parce que je ne sais pas quoi. » Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, votre comportement que vous pensiez porté par une aspiration, un amour, une ouverture aux langues, etc., une grande interculturalité, en fait, il est tout simplement explicable statistiquement par le milieu social dont vous venez. Et donc ça, c'est un regard sur ce que c'est qu'être socialisé. C'est, en fait, on est déterminé par des contextes sociaux dans lesquels on a évolué. Alors, c'est un reproche qu'on a pu faire à certaines études de Bourdieu. C'est comme ça que l'AIR l'épingle un petit peu, notamment. L'autre perspective, c'est de dire... de toute façon, il n'y a pas de groupe sans individu. Donc, aller se dire que les groupes nous imposent des règles et que nous ne sommes que des petits pions, ça n'a pas de sens, parce que si les groupes ont construit des règles, c'est bien parce qu'il y a des individus qui les ont construites. Donc, c'est le deuxième point, c'est le au commencement était l'individu. Donc, ça développe un autre type de recherche sur les phénomènes de socialisation qui vont essayer de voir comment les individus, quand ils interagissent entre eux, ils finissent par construire ces règles communes qui vont après nous déterminer. Pas. Donc c'est des perspectives on va parfois parler d'ajustement mutuel, on va dire mais non, deux personnes qui se rencontrent, elles sont toujours en train d'essayer de s'ajuster, elles ne sont pas juste en train d'appliquer des règles toutes faites. Et alors j'essaie de voir mes notes pour que je ne perde pas des choses importantes. Oui. Alors, je dis, ces deux visions, donc ça va donner par exemple des études interactionnistes, hein, dans lesquelles moi j'ai un peu versé, qui vont par exemple construire des observations très fines de comment se négocient les règles à différents niveaux dans la construction d'une société. Ces deux visions qui sont souvent présentées de manière un peu antinomique, elles sont en fait... la plupart du temps, quand les gens vous les présentent les deux, c'est pour vous dire, mais en fait, il faut bien voir que les deux perspectives sont valides, les deux perspectives ont quelque chose à nous apprendre sur le fonctionnement de l'individu et de la société, et il faut arriver à dépasser cette dichotomie. C'est ce que va faire l'AIR, on va revenir dessus dans 2 secondes. Mais on voit bien que si on se pose que d'un côté ou de l'autre, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Et si on pense à nos élèves nouvellement arrivés, on se dit, si vraiment... l'élève nouvellement arrivé, mettons un élève, je vais prendre un élève pas le petit Florent de tout à l'heure, parce qu'il a 3 ans, donc l'enjeu il est encore peu socialisé, mais un élève qui arrive à 10 ans, si vraiment une fois qu'on est socialisé, on n'est que le petit soldat de la société qui nous a socialisés et qu'on ne fait que respecter ces règles-là, on n'a pas de possibilité d'apprendre. On est bloqué dans un système, dans un mode de fonctionnement et on ne pourra pas apprendre. Si les gens apprennent, quand ils se retrouvent plongés dans un autre groupe social, c'est bien parce qu'il va y avoir ce jeu d'ajustement mutuel et
qu'il y a une marge d'extension de son répertoire d'action, qu'il y a une petite marge de reconstruction de ses représentations, de reconstruction de ses règles de vie. Et donc on se dit bien que la première vision au commencement était la société. Ça peut être une manière intéressante de regarder les choses, mais ça ne peut pas tout expliquer du fonctionnement des individus. Si les individus apprennent, c'est donc qu'ils sont prêts à s'ajuster aux situations dans lesquelles ils sont et à essayer de pouvoir faire avec l'autre, même si l'autre n'a pas exactement les mêmes règles de fonctionnement. On sait aussi que tout n'est pas négocié dans le hic et nunc et dans l'instant. Si tout était négocié dans l'instant, il y aurait, par exemple, quand vous avez deux personnes qui se rencontrent et qui ne parlent pas de langue en commun, ils seraient obligés de se fabriquer une langue à deux. Et ils chercheraient à bricoler une langue à deux. Ce n'est pas tout à fait ça qui va se passer. Si deux personnes se rencontrent et ne parlent pas de langue en commun, elles vont essayer chacune, à partir de leur pratique langagière, de trouver des points d'ancrage pour se comprendre, et elles vont s'apprendre des bouts de leur pratique langagière. Il y a peu de chance, à part dans le roman, je ne sais plus comment il s'appelle, là, pour enfants, vous connaissez peut-être. Comment ? Le Hollandais sans peine, voilà. À part dans le Hollandais sans peine, il est rare qu'on voit deux personnes fabriquer. Non, il est super, cela dit, à étudier avec les élèves, mais bon, voilà. Donc tout n'est pas négocié dans le hic et nunc, et notamment, c'est quelque chose qui a été beaucoup vu à travers toute l'étude de ce qu'on appelle la communication inégale. Alors, tout le champ des études sur la communication inégale, c'est les études qui se sont intéressées aux interactions entre, par exemple, un parent et un enfant, un enseignant et un enfant, ou un locuteur natif et un locuteur non natif, et où il y a un des deux locuteurs qui est identifié comme plus expert. Et où, en fait, il y a donc un locuteur qui ne maîtrise pas les règles de fonctionnement, là en l'occurrence langagière, de l'autre locuteur, et qui va les apprendre dans l'échange. Alors, on pourrait aussi regarder ces histoires de communication inégale comme des formes de communication dominé-dominant. Je dis ça sans aucun cadre politique, parce que je n'ai pas du tout les clés de certaines analyses politiques qui peuvent utiliser ces concepts. Je vous utilise ça de manière tout à fait simple, dominé-dominant, mais je dis dominé-dominant parce qu'après tout, si on pense par exemple au locuteur non natif et au locuteur natif, qu'est-ce qui fait que c'est lui qu'on va identifier comme locuteur non natif et lui qu'on va identifier comme locuteur natif ? Vous imaginez je ne sais pas quoi, on va prendre quelque chose qui soit vraiment exotique, un Kazakh, j'espère qu'il parle le kazakh parce que je n'ai pas réfléchi plus que ça avant de prendre l'exemple. Bon, un Kazakh qui va parler avec un Français. Pourquoi je dis que le Français est le locuteur natif et le Kazakh est le locuteur non natif ? Parce qu'ils vont essayer de parler en français, si nous sommes en France, parce qu'il y a une sorte d'évidence qui va être que, puisque nous sommes en France, c'est le Kazakh qui va faire l'effort de parler la langue du français. Et le français est en position de dominant, malgré lui, je ne dis pas qu'il cherche à dominer, enfin malgré lui ou pas malgré lui, mais... Et donc c'est ces règles de fonctionnement à lui qui vont s'imposer comme la norme, et le Kazakh va tenter de se les approprier. Alors, ça ne marche pas toujours aussi simplement. Je sais très bien qu'il y a plein de situations où les dominés n'ont pas envie d'apprendre les règles du dominant. Sinon, ça serait cool d'être prof au collège. Si les élèves avaient toujours envie de s'approprier les règles de fonctionnement de la vie en collectivité au collège, ça serait beaucoup moins fatigant d'être prof au collège. C'est-à-dire si les dominés, entre guillemets, étaient toujours prêts à se conformer aux attentes du dominant, on n'aurait pas tous les problèmes de discipline qu'on peut avoir. On voit bien dans plein de conflits politiques que les dominés n'ont pas forcément toujours envie de se plier aux règles du dominant. Mais il n'empêche que c'est quand même dans ces échanges entre dominés et dominants, experts et non-experts, qu'on va voir tous les enjeux de ce qu'on peut appeler la socialisation, et notamment la socialisation langagière, et où on va voir comment se transmettent des règles préexistantes, et ça nous montre que tout n'est pas négocié hic et nunc, parce que c'est à ça que je voulais en venir, c'est que tout ne se renégocie pas continuellement, et quand vous êtes parent, vous savez bien que vous n'êtes pas toujours en train de réinventer les règles de vie en société. De temps en temps, vous dites, ben non, tu dis bonjour parce qu'on dit bonjour. Vous ne dites pas, tu dis bonjour parce que je crois que la personne qui est là, probablement, attend que tu dises bonjour, et quand quelqu'un attend quelque chose, il est préférable de répondre à son attente, parce que non, vous dites, tu dis bonjour parce qu'on dit bonjour. Voilà, il y a une règle.
dont moi-même j'ai hérité et que je transmets à mon enfant. Et donc, on est dans une histoire où au commencement était la société et au commencement était l'individu. Mais dans cette vision un peu antinomique et dans les différentes tentatives qu'il y a eu de les articuler les deux, je trouve qu'il est quand même intéressant de regarder ce qu'a proposé Lahire, que vous avez peut-être déjà d'ailleurs vu parce que c'est quand même, il n'est pas loin d'ici, mais c'est cette histoire de socialisation multiple et de socialisation plurielle qui permet, qui pour nous est vraiment intéressante, je trouve, quand on réfléchit à ce que c'est qu'un EANA en devenir et en train de se construire ses identités multiples, dont tu parlais tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est ces identités multiples? C'est l'idée que on va construire différentes... tu viendras me sauver? J'ai compris que maintenant, il faut que je balaye de temps en temps la... on se construit des expériences de socialisation multiples. Lahire prend des exemples, alors je ne sais peut-être pas exactement les siens, mais enfin en gros, l'enfant d'ouvrier qui, selon toutes les statistiques, devrait normalement avoir tel métier, aimer le foot, je ne sais pas quoi, ne pas connaître de langue étrangère, etc. Il a peut-être une marraine, et il a sûrement une marraine, qui n'est peut-être pas ouvrière. Il a peut-être une marraine instite, qui l'a emmené au cinéma quand il était tout petit. Et ça a été pour lui une expérience fondatrice. Et voilà une autre expérience de socialisation qui fait que peut-être qu'il va devenir ouvrier, mais peut-être qu'il emmènera ses enfants au cinéma. Et que donc, on est le produit de socialisation multiple qui étendent notre répertoire, et ce, d'autant plus dans nos sociétés où il y a beaucoup plus de mobilité. Enfin, bon, on peut discuter sur la mobilité sociale dans nos sociétés, mais il y a quand même de la mobilité sociale et évidemment ethnique, on le sait ici. Et donc cette idée de socialisation, et notamment de socialisation multiple, je trouve qu'elle est intéressante pour réfléchir à ce qui se passe pour nos élèves nouvellement arrivés. Et après, dans la manière dont je proposais de décliner français, donc de socialisation ou de socialisation langagière, il y a donc de socialisation scolaire, il y a cette idée de socialisation langagière. Donc là, j'ai repris la manière dont Schifflin et Hox, qui ont posé ce concept-là de socialisation langagière, le résument en disant il y a deux aspects dans la socialisation langagière. C'est d'une part l'idée que le langage est central dans tout processus de socialisation, c'est-à-dire qu'une grande partie de la socialisation des enfants passe par des discours. Dis bonjour à la dame, mets pas les doigts dans ton nez, assieds-toi convenablement, lave-toi les mains avant d'aller à table, etc., etc. Ça passe par des discours. Ça se montre, ça s'incarne, mais ça se dit aussi. Donc c'est un processus important de socialisation. Et puis, l'autre versant qui fait écho à beaucoup d'autres travaux dans d'autres champs, notamment de la psychologie socio-interactionniste, on va dire, c'est l'idée qu'on apprend une langue en se socialisant. Et que apprendre une langue, c'est forcément entrer en interaction avec des discours de cette langue. Et derrière ces discours, il y a des locuteurs. Donc, apprendre une langue, ça n'est pas indépendant d'un processus plus large de socialisation. Ça ne se fait pas, c'est jamais que langagier apprendre une langue. Ça se fait toujours au travers d'expériences que l'on va mener à bien ou à mal, mais avec des membres de la communauté dont on veut devenir un membre langagier. Donc c'est en communiquant avec les membres d'une communauté qu'on en devient un locuteur. Alors vous allez peut-être me dire, ça serait bon signe, à la limite, ça voudrait dire que vous ne voudrez pas, et les auto-apprentissages. Mais les auto-apprentissages, quand je décide que je vais apprendre le portugais et que j'achète un manuel, le manuel, en fait, d'une certaine manière, il me met en présence de discours de ces locuteurs. Un manuel, ça n'est pas que des règles. Enfin, il y en a quelques-uns, c'est vraiment imbuvable. Enfin, il y en a quelques-uns où vraiment les exemples prennent une proportion, mais vous n'allez pas très loin dans votre capacité à communiquer dans cette langue-là avec ça. Alors, on peut entrer en communication avec les membres d'une communauté sans souhaiter en devenir membre. Ça arrive. C'est par exemple le cas, excusez-moi, c'est l'exemple qui m'est venu, mais bon, il n'est peut-être pas complètement fantaisie, c'est le cas d'un Américain qui vient à Paris, qui va bien entrer en communication avec des Français pendant son séjour touristique, mais qui ne va pas du tout chercher à apprendre le français. C'est-à-dire qu'il ne va chercher que des Français qui parlent anglais. Donc il rentre bien en communication avec des membres de la communauté langagière du francophone, mais il ne cherche pas à devenir
membre de cette communauté langagière en tant que communauté langagière. Donc je peux souhaiter devenir membre d'une communauté langagière sans avoir tout de suite les moyens, ça c'était le cas des auto-apprentissages que j'évoquais tout à l'heure, sans avoir tout de suite les moyens d'entrer en interaction, mais en général, je veux dire, si on prend les exemples des enfants qui actuellement sont fascinés par le Japon, la Corée, pour prendre des pays vraiment lointains à travers l'univers des mangas, et qui se mettent tout seuls à essayer d'apprendre un petit peu de japonais ou un peu de coréen, eh bien, ils se projettent comme futurs potentiels membres de cette communauté langagière-là. Alors, l'intérêt de cette notion de socialisation langagière, il me semble, c'est qu'elle nous permet de faire le lien directement avec les répertoires plurilingues. C'est-à-dire que de même que ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la socialisation, c'était pour arriver à l'idée que nous sommes tous le produit de socialisation plurielle. Nous sommes aussi tous le produit de socialisation langagière plurielle. On a tous été en contact avec, même si vous ne parlez que français, ce qui ne sera pas le cas a priori du public qui est là, mais bon, même si vous n'aviez que le français dans votre répertoire, vous avez plein de variétés de français dans votre répertoire parce que vous n'avez pas été en contact que avec des étudiants de L3, M1, M2 de votre discipline depuis que vous êtes locuteur de français. Donc ça vous a forcément donné un répertoire plus large que celui d'une seule socialisation. S'il y a des socialisations multiples, il y a des socialisations langagières multiples. Et du coup, en se disant que enseigner le français, c'est enseigner le français comme langue de socialisation scolaire, mais du coup, on voit implicitement, on est déjà dans une logique de répertoire plurilingue. On est déjà en train d'admettre, rien qu'avec ce terme-là, français, langue de socialisation scolaire, on est déjà en train de reconnaître que l'élève, il a forcément d'autres ressources dans son répertoire langagier que celui de la socialisation, de la langue de socialisation scolaire. Parce qu'il a été socialisé chez lui, en français ou dans une autre langue, mais ça implique qu'il y a d'autres ressources dans son répertoire. Et puis, je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à partir du moment, et c'est pour ça d'ailleurs, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais normalement, si j'ai bien fait mes corrections et que j'ai bien fait enregistrer avant de... Bon, non, je ne sais plus où c'est, mais enfin, je l'avais mis au pluriel. Oui, ici, je l'avais bien mis au pluriel. Je crois qu'après, je n'ai pas forcément mis, mais l'idée de français, langue de socialisation scolaire, c'est intéressant aussi parce que ça nous amène à l'idée que on est là aussi dans quelque chose de multiple. C'est-à-dire qu'être socialisé à l'école, c'est pas seulement être un élève face à un prof. Être socialisé à l'école, ça veut dire être un membre d'un groupe de pairs, être membre de groupes d'élèves où il y a des plus grands, où il y a des plus petits, où on va jouer différents rôles. Et donc ces socialisations, même dans le cadre scolaire, elles sont multiples. Et ça casse un peu le problème qu'il y a avec français langue de scolarisation, qui est ce mythe d'une sorte de français dont on verrait très bien les limites. Parfois, bon, en général, il y a quand même déjà eu pas mal de réflexions là-dessus, mais parfois, dans certains discours, on a l'impression que les gens savent... Oui, au moins le français, langue de scolarisation, on sait très bien ce que c'est. C'est le français pour apprendre les maths et l'histoire géo. Sauf que déjà ça, on a du mal à définir ce que c'est, le français pour apprendre les maths et l'histoire géo. Mais en plus, c'est pas que ça, le français, qui permet d'être élève. Alors, l'exemple que je voulais en donner sur cette idée de déconstruire, et là, on rentre dans des corpus, c'est un peu moins fatigant, un peu moins pénible. Et du coup, ça va vers la fin aussi. L'idée, le corpus que je vous montre là, c'est un corpus donc dans la classe de 4e dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et je l'appelle truc ou pas truc. Il y a 4 extraits, 3 où l'enseignante rejette le mot truc et 1 où elle l'accepte. Ça veut dire que même dans un contexte qu'on pourrait croire être toujours le même, c'est-à-dire celui de la classe de français, ce même mot-là, il est légitime à certains moments et il ne l'est pas à d'autres. Ça dépend qui parle, pour dire quoi, à quel moment, ce qui est en train de se jouer. Et est-ce que truc fait partie de la langue de l'école? Oui, à certains moments, et non à d'autres. Donc là, à un moment, donc je ne sais plus, c'est dans la lecture, je ne l'ai pas contextualisé. De toute façon, on regarde la fin, hein, c'est là où il y a de la couleur, ça devient intéressant. Donc il y a eu une première fois où l'élève a dit donc, des trucs de beauté. Ouais, en 2, hein, des trucs de beauté. Non, c'est en 1. Ah oui, ça commence en haut celui-là. Des trucs de beauté, enfin des trucs comme ça. La prof, des trucs de beauté? Ouais, c'est-à-dire. Donc, demande d'explicitation, de spécification, enrichissement du vocabulaire, on connaît ça par cœur, c'est des trucs. Ce qui nous intéresse, pardon, on revient, on va un peu plus loin. L'élève qui reprend les trucs de beauté, de jeu et tout ça. D'accord, mais essayez d'éviter les mots trucs. Donc là, explicite, elle me fournit le corpus en or, merci.
Ça, c'était le 6 mars. Ils ne sont pas chronologiques, hein, ça serait trop beau, mais enfin, c'est... Alors, d'accord, donc après, il y a la prof là qui parle et qui elle-même s'auto-reprend. C'est-à-dire qu'elle allait utiliser le mot truc, c'est pas le même jour, hein, on est le 21 mars, mais elle allait utiliser le mot truc et boum, elle se reprend. Donc, bon, on voit que le mot truc n'est pas légitime. Heureusement, ici, il n'est pas pour les élèves, il n'est pas pour les enseignants non plus. Et puis là, comment elle fait? C'est une autre stratégie d'enseignant pour manifester qu'un mot n'est pas le bienvenu. Donc, elle le reprend avec une forme de quasi... Non, c'est pas de la stylisation, là, mais... c'est pas de la stylisation, on est d'accord, parce elle reprend juste en détachant les mots. Il disait pas des trucs faux. Qu'est-ce qu'il a dit à propos de la vérité? Donc, elle répète l'énoncé de l'élève pour le rejeter et pour demander qu'il soit reformulé. Ça, c'est truc ou pas truc numéro 3. Mais voilà un truc ou pas truc, justement, celui-là. C'est-à-dire, dans ce passage-là, où on a une élève qui est en super difficulté, qui prend la parole pour essayer de dire quelque chose qui est compliqué. Ils sont en train de parler de la visite qu'ils ont eue d'un sénateur dont ils ont fait une petite interview. Et elle essaye d'expliquer quelque chose concernant les enjeux économiques de la venue du tram dans la ville. Bon, non, il a dit qu'il travaillait sur la commission concernant l'économie. Qu'est-ce que c'est l'économie? C'est l'argent du pays, c'est l'argent du pays, c'est un grand truc alors. Pardon? C'est un grand truc quoi? C'est un grand sénateur? Non, enfin c'est dans grand bon allez, puis elle va abandonner. Et au moment où elle abandonne, là, la prof lui dit si, c'est intéressant ce que tu dis. Alors là, il n'y a plus du tout de problème sur l'occurrence du mot truc. Là, le mot truc, il est le bienvenu parce que c'est ce qui va permettre à cet élève-là, à ce moment-là, d'accomplir la tâche en cours et donc l'élève reprend le mot truc et il n'y a pas de commentaire méta sur cette occurrence-là. Donc, bon, ça c'est un exemple un peu... Alors le mot truc, il est emblématique en plus parce qu'il revient dans pas mal de discours sur le français langue de scolarisation, qu'est-ce que doivent faire les profs, enrichir le vocabulaire, notamment éviter le mot truc, je l'ai retrouvé dans des articles. Bon, ben voilà, mais effectivement, ils le font, mais pas toujours. Donc, c'est un exemple de cette diversité. On a fait tout un article là récemment sur cette question-là à propos de l'usage du nœud. Quand est-ce que les enseignants mettent le nœud, ne le mettent pas, demandent aux élèves de le mettre, ne leur demandent pas de le mettre, dans les négations. Hein. Quand est-ce qu'il y a des doubles négations, quand est-ce qu'il n'y en a pas? Et là aussi, on voit une très grande variation dans cet usage du français langue de scolarisation. Alors que français langue de socialisation scolaire peut permettre plus facilement d'imaginer qu'il y a des socialisations suivant les moments. Donc là, j'ai voulu revenir là-dessus. Pourquoi? Je ne sais plus. Non. Oui, ben si, oui, enfin, c'est bon, parce qu'on l'a déjà commenté au début, c'est toujours la langue française et elle... Non, c'est le premier qui m'intéresse surtout. La langue française qui ne peut être qu'une et une seule, qu'est-ce que ça veut dire quand on voit des extraits comme ça? Le deuxième extrait, il était... Et bon, ça c'est pour ceux qui seraient fans de ce genre de débat, mais si vous êtes en dehors de ces débats-là, tant mieux pour vous, j'ai envie de dire, parce que je trouve qu'ils ne sont pas passionnants. Mais j'ai trouvé plusieurs articles, en l'occurrence, j'en ai 3 à la Cité, de Sped, de Laurence Leferrec et je ne sais plus le troisième, mais je l'ai noté là. Mais j'en ai trouvé d'autres depuis, mais j'ai oublié de noter, qui comparent le français langue de scolarisation au français sur objectif spécifique, justement. Pour moi, c'est pas pertinent, justement à cause de tout ce que je viens de vous dire sur la question de cette socialisation scolaire que ne prend pas du tout en compte. La notion même de socialisation, elle est complètement absente de la réaction du FOSS. Par contre, j'ai trouvé une définition du français langue professionnelle, je ne connaissais pas trop ce champ-là, mais où là, je me suis dit, là oui, là j'ai envie de dire, si on doit faire des comparaisons, donc c'est tout un domaine qui s'est développé, en effet, notamment autour de la formation des publics migrants, mais pas seulement, hein. Donc une langue non limitée à des usages techniques ou commerciaux avec des clients ou des fournisseurs francophones, mais dont l'utilisation est visée pour les interactions avec l'ensemble de l'environnement professionnel, la hiérarchie, les collègues, etc. Et faisant appel à des références culturelles, professionnelles, sociales, etc. plus vastes. Le FLP transcende les habituelles distinctions entre langue maternelle, seconde ou étrangère. Et je me suis dit, c'est quelqu'un qui a arrêté sa thèse malheureusement, j'ai vu depuis, mais je pense que là, c'était intéressant. Et puis pour terminer, et puis comme ça, si tu me disais, écoute, il faut que tu ailles vite là pour la fin, je ne mettrai pas ma diapo de finale et ça m'arrangerait bien parce que je la trouve vraiment pas bonne. Donc je propose de terminer sur un extrait, qui est un extrait recueilli toujours dans cette même classe, dans un contexte que je vous décris rapidement le temps que vous vous retrouviez avec l'extrait sous les yeux. Donc c'est des élèves qui travaillent en groupe, l'enseignante vient de manière très intermittente, et ils sont en train de rédiger un petit texte pour faire un affichage. Et ils présentent différents
choses qu'ils ont faites dans différentes activités qu'ils ont eues dans le cadre d'un projet. Et notamment, eux, ils sont en charge de présenter l'activité qu'ils ont faite avec un calligraphe. Et dans ce groupe, il y a Vanik qui est... Ah, il n'y en a pas assez. On peut donner celle-là aussi parce que j'en ai... Dans ce groupe, il y a Vanik qui est pour la 3e année en France, donc qui est passé par la classe d'accueil et qui maintenant est en classe ordinaire, n'a plus de soutien particulier. C'est un peu compliqué de comprendre ce qui se passe. Hein. Il y en a un qui écrit, les autres qui essayent de co-construire. Hein. C'est de l'écriture à plusieurs voix. Mais on voit bien, enfin on voit bien. Bien, c'est pas le mot. On voit, c'est compliqué, que le travail langagier qui va se faire autour de peu importe. Hein. Je l'ai appelé peu importe parce que c'est vraiment le mot qui est au cœur de l'écriture de cette phrase. En tout cas, c'est celui qui est au cœur du travail langagier de Vanik, cette ancienne élève de Cla, ne peut pas être dissocié du travail de se souvenir de ce qu'on a fait avec le calligraphe, être capable d'analyser ce qui avait de pertinent dans ce que le calligraphe a fait, qu'est-ce qui était le plus intéressant à regarder, c'est-à-dire ce qu'ils essayent de mettre en mots, c'est que le calligraphe a réussi à leur calligraphier leurs noms, y compris des noms d'origine étrangère, pas seulement des noms en arabe, mais on pouvait calligraphier aussi des noms en alphabet latin, mais on pouvait aussi calligraphier en alphabet latin des noms d'origine arménienne, par exemple, ce qui est le cas de Vanik. Hein. Donc je vous le fais écouter. Alors, les passages entre peu importe et peu importe, je les ai écoutés à fond, volume à fond. Là, en réécoutant, je me disais, mais pourtant, j'essaie pas de forcer mes données. Bon, c'est vraiment... Voilà, parce qu'il passe de peu importe à peu importe. Hein. Il y a de la variation entre peu importe et peu importe. Elle n'est pas flagrante quand j'ai réécouté. Ah, par contre, il l'a mis où? Là. Là. Non, il est là-haut déjà, il est sorti, regarde. Ah, ok, pardon. Mais après, il a écrit directement avec le lettre et calligraphie aussi. Ah, il faut que je vous le mette à 2 minutes, pardon. Parce que je ne vais pas vous faire tout écouter. Hein. La languification des prénoms. C'est joli quand même. Peu importe. Mais Stephen, peu importe la langue. Peu importe la langue. Mais dans toute langue. Je suis en train de chercher. On nous a traduit en français ou en arabe. Voilà. Ah, vas-y, écris-moi. L'origine de leur prénom. Non, l'origine de leur prénom. L'origine de leur prénom. Je crois que ça n'a pas encore commencé. Vous pouvez écouter. C'est... Et qui nous a traduit nos prénoms. C'est après. Voilà. Ah, mais je savais pas que t'avais marqué prénom là. C'est juste avant. On est sorti de l'extrait. Ah, on est sorti de l'extrait. Ouais. Ah, pardon. Perdu, moi je dois je vais chercher ma transcription parce que j'ai noté le minutage. Bon, ben ça... Pardon, merci. Bon, je suis pas sûre, j'ai besoin... Je sais pas si je vous remets le début. Je suis désolée de ne pas avoir fait le minutage correctement. J'avais noté 2. Peu importe la langue que tu as. Oui, peu importe. Ouais, ben là, je suis de nouveau sur le Peu mail. importe. Voilà. Il a traduit en arabe les mêmes des prénoms arméniens et tout ça. On peut traduire et être à l'aise. Voilà, bon, là, on est en 23. Je vous remets juste le petit bout qui est bon, tant pis. Il a traduit de lettre à lettre tous les prénoms de la classe, peu importe leur langue. Voilà. Il nous a traduit L'honneur, le prénom. nos prénoms. Le prénom. Bon. Peu importe la langue que tu as. Oui, peu. Bon, j'arrête là.
Mais bon, vous voyez un peu le genre de tricotage qui se joue dans cet extrait. Enfin, je dis vous voyez un peu, je dis c'est vrai que ça reste compliqué, mais il y a différentes formes de... Vanik a différentes manières d'être un locuteur tout à fait légitime dans ce groupe-là. Et notamment d'être celui qui à un moment sélectionne la bonne phrase et dit « mais vas-y, écris maintenant ». Donc c'est-à-dire que ça c'est une manière de devenir un membre légitime. Et évidemment, il y a en même temps un travail linguistique qui se fait. Parce que ce peu importe... Bon, je peux rien affirmer, hein, parce que je n'ai pas fait une étude de son interlangue avant, après, donc je peux pas... Mais je pense qu'il y a quand même un travail d'appropriation qui se fait de peu importe pour lui. Il le répète tellement de fois et il est tellement soucieux que le peu importe soit présent dans le texte. Il veut absolument que ce peu importe, qu'il n'a pas apporté lui-même hein, dans l'échange. Hein. C'est un élève qui l'a apporté. Il veut que ce soit présent dans le texte. Mais ce travail linguistique, à mon avis, il serait... J'extrapole hein, quand je dis ça, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire arrêter ça. J'extrapole, mais j'ai envie de faire l'hypothèse qu'il serait beaucoup moins efficace si on était dans une activité où on aurait un travail qui serait, conformément à ce que nous dit le rapport, sur la langue, exclusivement sur la langue, et que sur la langue, et où on travaillerait un connecteur, comme peu importe, pour savoir ce qu'il signifie et comment il faut le mettre. Le fait que ce travail soit fait ici, à travers une activité qui est portée par cette volonté de faire les panneaux qui vont être affichés, on est vraiment dans une, on dirait maintenant dans une tâche, bon, je ne suis pas fanatique du concept de tâche, mais ça porte le travail de socialisation langagière et je pense qu'on peut voir dans cet extrait-là qu'il a une certaine efficacité. Il n'y a pas eu de test post-extrait fait pour vérifier si c'était ou non efficace. Donc voilà, je m'arrête là pour qu'on puisse éventuellement discuter de ça ou de ce que Marine a